Hop. Bienvenue sur Pause, le podcast. Changement de fréquence, nous sommes aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et nous avons décidé d'associer nos forces avec la Station Afrique, My Afro Week et Pause le podcast pour ce concept 20 minutes au JO 2024. C'est une opportunité de découvrir et de redécouvrir les Africains et Afrodescendants influents dans leurs industries. On les a rencontrés pour vous. On y va ? Comme d'habitude, nous avons la crème de la crème dans nos invités. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une perchiste athlète olympienne, Madame Sandra Ribeiro. Homo. Bonjour Sandra. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci pour l'invitation. Je t'en prie. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Non pas juste parce que tu es perchiste, mais pour tout ce qu'il y a autour. C'est assez particulier parce que tu es athlète de haut niveau. C'est une histoire de famille un petit peu chez vous. Tu as des sœurs, tu es mariée aussi à un athlète de haut niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Alors exactement, alors je viens d'une famille d'athlètes, pas athlète à la base, donc on n'est pas né championne, je pense qu'on est devenue championne. Donc j'ai 3 sœurs, toutes également sportives de haut niveau, dont 2 perchistes. Elisabeth qui nous a montré la voie. Ça a été la première à faire du saut à la perche, qui a fait beaucoup de championnats du monde, championnats d'Europe. Les Jeux Olympiques, ça s'est joué entre elle et moi. Donc imaginez la pression, les émotions. On a Maria. Maria, c'est la plus petite de la famille. Maria, elle a fait 2 Jeux Olympiques. Elle a fait Londres et Rio, toujours au saut à la perche. Et puis entre, il y a Sandra Sofia, qui elle est triple sauteuse et qui a pu faire les championnats d'Afrique. Ouais. C'est extrêmement compliqué d'être sportif de haut niveau et que cela soit dans une même famille, c'est pour moi du domaine du miracle. Sans trop en rajouter, je pense, clairement. Et ce n'est pas toujours évident de comprendre l'infime pourcentage de sportifs en passant déjà de l'amateurisme au sport de haut niveau, national et qui plus est international, alors que cela soit dans une même famille. Vous êtes basé sur quoi pour avoir justement cette continuité-là dans l'excellence, si je peux dire ça comme ça ? Ça s'est fait naturellement. Notre maman nous a demandé de choisir un sport plus pour passer le temps et du loisir. D'accord. Et en fait, petite, on l'a pris comme un jeu. À chaque fois, on allait à l'entraînement pour voir les copines, pour s'amuser. Sauf qu'à force de travail, à un moment donné, le travail paye et les résultats commencent à être là. Et du coup, des portes commencent à s'ouvrir. Exemple, pour aller à l'INSEP, il faut être dans les 6 ou 5 premières françaises pour pouvoir accéder à cette grande école de prestige. Donc, ça a été notre cas. Donc, on a pu rentrer. On était 3 sœurs à être à l'INSEP, donc avec le même entraîneur, Elisabeth, Maria et moi. On s'est entraînés avec Gérald de Baudouin. Sur le coup, pour nous, c'était naturel. On ne se rendait même pas compte que ça pouvait peut-être être exceptionnel. Notre maman disait souvent, le plus important, c'est les études. Donc, consacrez-vous d'abord à vos études. Et si jamais il n'y avait pas des bonnes notes, on était privé de sport. Donc, du coup, le sport était là, mais on n'a pas rêvé d'être championne. D'accord. Donc, c'est arrivé. Ça s'est fait assez naturellement. Voilà, naturellement et au fur et à mesure, en fait. Dans le sport de haut niveau, il y a la compétition, d'autant plus que vous étiez dans la même, peut-être pas dans la même catégorie, mais dans le même sport. Est-ce que ça renforce les relations ou est-ce que ça distance les relations fraternelles ? Alors, pour mes sœurs et moi, je pense que ça nous a rapprochés. Parce qu'en effet, même si on n'est pas dans la même catégorie, on était souvent toutes les 3 ou au moins toutes les 2 avec Elisabeth sur la même compétition au même moment. Puisque par exemple, un championnat de France, c'est les meilleurs qui sont là. Donc on a été sûrement toutes les 3 sur les mêmes championnats à même moment à se batailler pour le même titre. Au contraire, en fait, on s'encourageait parce qu'on savait à l'avance est-ce que tu es en forme, est-ce que tu n'es pas en forme. Ou même au bord du terrain, je me souviens d'un record de Maria où je cours, je lui saute dans les bras et je félicite ma sœur alors que moi, j'avais terminé mon concours. Donc non, je pense que pour nous, ça a été une force parce que on est là, on s'encourage et on se dit allez, tu peux le faire. Et donc non, c'est une force.
C'est une force, ça a plus été une force Exactement, qu'autre ça a chose. plus été une force qu'autre chose. Le plus dur pour moi, ça a été de devoir affronter ma sœur pour savoir entre elle et moi qui allait faire les Jeux Olympiques de Pékin. Sachant qu'Elisabeth était la recordman du Portugal, qu'elle était numéro 1 et que moi j'étais derrière. Sauf que ça s'est joué au championnat du Portugal. C'était celle qui gagne les championnats qui pouvait aller aux Jeux Olympiques. Et ce jour-là, j'ai gagné. Donc des larmes de joie, tristesse aussi. Et je l'ai vraiment ressenti aussi pour ma sœur. Heureuse pour moi, mais tellement triste pour elle. Des émotions un peu fortes. Là, j'en ai la chair de poule. C'était exactement ce qu'on non, a mais ressenti j'imagine, ça a dû être très tellement... très fort, très fort. En tant qu'athlète, c'est un petit peu le Saint Graal, hein, les épreuves olympiques. Exactement, se dire je suis qualifiée, mais en même temps j'ai peut-être pris la place de ma sœur, c'était dur. Tu parlais justement du Portugal. Toi, tu es né au Portugal. C'est bien ça. Et tu as 3 passeports. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait? Je crois que mes sœurs et moi, on se considère comme des athlètes du monde. Il y avait un grand champion, justement, Jean Galfione, qui avait une association qui s'appelait Athlètes du Monde. Wow. Ça nous correspondait exactement. Pourquoi? Parce qu'on est né au Portugal, nos parents ont immigré en France, donc je suis arrivée très jeune, hein, j'avais 8 ans, je dis 5, mais j'avais 8 ans à l'époque. Et du coup, on a grandi en France, on a dû apprendre la langue. Je parle un peu portugais parce que c'est ma langue maternelle. Mes parents sont originaires du Cap-Vert, donc du coup, je parle également capverdien. J'y vais très très souvent et c'est vraiment, je l'ai ici le Cap-Vert, encore plus que je sais pas que la France, que le Portugal, parce que c'est l'origine de mes parents et quand j'y vais, je me sens vraiment capverdienne. Je me sens aussi française, donc aujourd'hui j'y vis, donc je me sens française et portugaise parce que je suis née aussi. Donc c'est voilà, c'est un petit peu une danse des nationalités. C'est un beau mélange, et moi je prends ça comme une richesse. Petite, ça a pu être dérangeant parce que on ne sait pas sur quel pied danser. Quand je vais au Portugal, on m'appelle la française. Quand je suis en France, les sportifs m'appellent la portugaise. Et quand je suis au Cap-Vert, je suis l'émigrée, mais je suis tout ça. Exactement, c'est assez délicat parce que pour les personnes qui nous regardent ou même moi-même, il y a un tout petit peu le revers de médaille. On n'est jamais chez soi, mais on est chez soi partout. Toi, comment est-ce que tu as géré ça? En sport, ce qui compte, c'est la médaille, c'est les podiums. Donc du coup, quand je gagnais un championnat de France, j'étais française parce que j'avais le passeport français. J'ai dû l'acquérir, ce passeport, parce que justement, le fait d'être sportif étranger, il y a des règles parfois qui ne vous permettent pas de concourir sur les 2 terrains. Et moi, je vivais en France, donc je trouvais tout à fait naturellement que je puisse participer à un championnat de France. Donc j'ai demandé la nationalité. Au Portugal, pour eux, c'est naturel. Je suis portugaise parce que je suis née au Portugal. Et puis le Cap-Vert, c'est nos parents. Donc en fait, c'est vraiment nos origines, c'est nos racines. Donc je le ressens vraiment, vraiment comme ça. Comment tu t'es préparée un petit peu justement dans cette carrière-là, à l'après-carrière? Pour ma part, j'ai anticipé l'après-carrière, c'est-à-dire que tout en étant un sportif de haut niveau, j'ai mené ce qu'on appelle le double projet, donc sport et études. J'étais sportive à l'INSEP, donc j'ai pu bénéficier d'horaires aménagés, pouvoir faire les études le matin, un double entraînement, donc ça a facilité la reconversion. Tu parlais justement des droits, de la législation et tu as d'ailleurs décidé de faire un choix de carrière qui associe un petit peu tout ça, la législation, l'événementiel sportif, et tu expliquais que toi tu t'es préparé avant ta fin de carrière. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ces prévisions-là t'ont emmené où tu es aujourd'hui? Exactement, oui, parce que dans le sport, il faut anticiper. On ne sait jamais, une blessure, pas de performance, la carrière peut vite s'arrêter et du coup, il faut savoir rebondir. Donc moi, j'ai eu la chance, j'ai pu faire des études de haut niveau. J'ai fait un master en droit du sport à la Sorbonne.
Et au fond de moi, j'ai toujours envie d'accompagner d'autres champions. Donc j'ai pu travailler à l'INSEP, l'Institut national de la performance, en tant que conseillère en gestion de carrière pour les sportifs de haut niveau. Donc les problématiques que beaucoup de sportifs rencontrent, les déclarations de revenus, comment faire, aller chercher nos sponsors. Donc je remercie ASICS qui a accompagné toutes les sœurs. Donc voilà, Wow. en fait c'est vraiment important. Donc on a dû apprendre ce métier. Moi je parle de métier parce que le sport est un métier. Et ce métier-là, quand on le fait à haut niveau, en fait, on doit gérer tous les aspects de notre carrière, c'est-à-dire contrat, comment gérer les différents types de contrats, contrat de sponsoring, contrat de publicité, contrat d'image. On doit devoir gérer tout ce qui est déclaration de revenus, nos revenus, parce que c'est des revenus aléatoires. Aujourd'hui, il y a, demain, il y a moins, il peut y avoir beaucoup plus. Donc, comment on gère tout ça? Donc, ça a été vraiment important et j'ai pris conscience pour moi. Et puis, beaucoup de champions sont venus me voir pour me demander conseil, comment faire un dossier de sponsoring. Donc, j'ai développé des guides, j'appelle ça des BABA, de comment gérer son contrat, comment gérer son image. Et puis j'ai continué en créant une entreprise avec Maria. Donc c'est plus Maria, ma petite sœur, qui m'a poussée à me lancer dans cette création d'entreprise parce qu'à la base, je suis conseillère financière. Après, je ne sais pas si c'est le sport, mais en tant que sportif de haut niveau, j'ai besoin de maîtriser les choses. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher tous les aspects dont j'avais besoin pour bien conseiller les champions. Et puis à un moment donné, on s'est lancé aussi dans notre propre création d'entreprise pour pouvoir faire ce qu'on aime. En l'occurrence, votre entreprise événementielle, Exactement. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, on a créé en 2017 Perfeo. Du coup, on parle du mot performance parce qu'on a envie de rester dans la performance pour pouvoir faire sortir le sport du stade et l'amener à un plus grand nombre. Pourquoi le sport? Parce que on trouve que le saut à la perche est un sport qui est atypique. Il y a très peu, je dirais, de personnes de couleur qui font ce sport et j'avais envie de le rendre accessible. Donc la seule manière de le rendre accessible, c'était d'aller vers les enfants, donc au niveau des écoles, en pied d'immeuble, des grandes démonstrations de shows de saut à la perche dans les rues. Il n'y a pas uniquement que du saut à la perche, donc l'idée c'est de ramener des sports peu connus à l'école. Donc avec Perfeo, vous allez faire du golf, vous allez faire de l'escrime, vous allez faire de la boxe, vous allez faire de la gym, tout ça à l'école. Donc je ramène tout le matériel, je m'installe dans la cour de récréation, dans un gymnase et je recrée le concept du sport en l'occurrence. Félicitations parce que je pense Merci. que c'est à applaudir. Tant dans la préparation d'après-carrière que dans justement ces mises en place d'actions. Il y a aussi votre charity, si on peut dire ça comme ça. Exactement, le fonds de dotation Perfélite. Ne sait-on jamais, ça pourrait aider quelqu'un, une personne pourrait se sentir touchée et éventuellement faire un geste. C'est toujours intéressant et important en tout cas de partager, je pense. Tu as raison de le souligner. Alors c'est encore un autre combat et je parle de combat parce que la réalité des champions, c'est que beaucoup ne vivent pas des performances. Beaucoup vivent en dessous du seuil, on dirait dans une grande précarité, mais on ne se rend vraiment pas compte. Et j'avais vraiment à cœur, mais pas tout seul, parce qu'un fonds de dotation, il y a toute une équipe derrière pour accompagner les sportifs qui sont en recherche de mécènes. Donc on cherche des mécènes pour pouvoir accompagner une saison, accompagner une carrière et de différentes formes. Ça peut être des dons en nature, ça peut être du financier, ça peut être de la mise à disposition de matériel et on se rend compte que nos champions en ont vraiment besoin. Dans le cadre des Jeux Olympiques, je me suis beaucoup consacrée à l'équipe du Cap-Vert parce qu'on a commencé à mener un travail pour pouvoir participer au développement du sport au Cap-Vert. Ça nous tient à cœur, mes sœurs et moi. L'idée, c'est de réussir à travers l'association de ma sœur Elisabeth qui s'appelle Cap-Vert les Étoiles, à pouvoir peut-être permettre plus de création d'infrastructures au Cap-Vert. Pourquoi pas faire des échanges pour pouvoir mieux former les entraîneurs sur place. Faire plus d'animation, ce que je fais aujourd'hui dans les quartiers ici, pouvoir le faire au Cap-Vert. On le fait un petit peu sur les plages, on ramène tout notre matériel, exactement la sensibilisation. Et là, on voit clairement les graines de champion. Et moi, je suis comme ça quand je vois un jeune et qui saute à la perche et qui ne connaît pas la perche et que je vois en fait, waouh! Et là, je me dis, faut que ça puisse se poursuivre tout ça. Donc, on a pu mener avec les champions capverdiens qui étaient 7. Je remercie tous ces champions qui ont pu se libérer, être présents avec nous sur une conférence. L'idée, c'était d'échanger avec la diaspora
pour que la diaspora puisse prendre conscience de comment ils se sont entraînés, comment ils ont préparé Paris 2024. Et la réalité, c'est que c'est un parcours du combattant pour beaucoup, parce que financièrement, certains ont dû payer des voyages pour aller se qualifier. Et donc, ça me touche parce que je me dis que c'est pas possible. Donc, oui, donc s'il y a des entreprises qui nous écoutent, notamment des entreprises de la diaspora, des entreprises africaines, moi, mon idée, j'étais la première, hein, j'ai pas pu choisir le Cap-Vert parce que le Cap-Vert est un petit pays qui n'avait pas forcément les moyens de pouvoir m'offrir les voyages à droite à gauche, de payer les équipements sportifs qui sont très très chers. Donc, et le soutien voilà, et adéquat. le soutien, exactement. Il y a de la préparation mentale, il y a un nutritionniste, il y a toute une team derrière nous. Et c'est important que d'autres champions, justement, après nous, puissent choisir en fait, le pays qui les tient vraiment à cœur. Moi, je l'ai fait uniquement pour une question financière, parce que le Cap-Vert est venu à nous en demandant à mes parents est-ce que vos filles ne peuvent pas représenter le Cap-Vert. Et on n'a pas pu le faire parce que sinon, j'aurais pas pu accéder à l'INSEP, j'aurais peut-être pas fait des études de haut niveau. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aider le Cap-Vert. On est beaucoup de sportifs capverdiens à faire les Jeux Olympiques, mais pour le Portugal, pour la France, et pas pour le Cap-Vert. C'est extrêmement important, je pense, de le souligner parce que on se retrouve très souvent, cette génération, plus particulièrement la génération juste avant nous aussi, d'avoir toutes ces nationalités-là et on voit de plus en plus, je pense, un essor de retourner à nos racines, de pouvoir redistribuer, de pouvoir transmettre justement. Et c'est vrai que on peut bien évidemment, on devrait pouvoir se tourner vers l'État par exemple ou vers des structures privées par exemple spécifiques pour ces accompagnements-là. Donc je pense qu'il y a un début à tout et c'est bien plus qu'un début puisque vous avez déjà mis en place énormément d'actions. Exactement, les premières actions sont là. Maintenant, je pense qu'il faut continuer dans la durée. Tout à fait. Los Angeles paraît très très loin, mais c'est déjà demain, 4 ans, ça part très très vite. Donc le challenge que je me lance, mais que je lance aussi à des chefs d'entreprise, à des investisseurs, c'est on a vu que le sport ça rassemble, le sport ça unit. Donc il ne faut pas s'unir que dans les moments festifs. En fait, il faut se préparer en amont, faut être prêt. Et donc je vous invite à rejoindre cette aventure qui est Perfélite. Le message est passé. En tout cas, le message est passé. À Pause de podcast, il y a un concept, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité suivant. Et l'invité précédent te demande comment t'es-tu organisé pour pouvoir passer ces challenges-là où tu touchais le fond et où tu creusais encore. Le sport de haut niveau aide énormément. Moi, je dis que le sport est une école de vie. Donc, quand je suis au plus bas, comment me ressourcer, comment repartir, je prends le temps et je prends du recul en me disant, là, il s'est passé ça, mais il ne faut pas oublier en fait tout le chemin parcouru. Surtout nous, champions, en fait, quand il y a une défaite, on a raté. Mais en fait, il y a eu tellement de travail, tellement d'investissement, qu'il reste quand même des choses positives. Il ne faut pas oublier ces petites choses positives qui vont servir forcément à autre chose et à rebondir. Donc, c'est dans le sport que je puise cette énergie pour me dire, je ne peux pas lâcher, j'y suis presque, donc je continue. Et puis, je prends vraiment le sport comme un entraînement. Donc, même quand je chute, c'est un entraînement. Il faut continuer pour pouvoir faire mieux après. Merci pour ce partage, pour ces réponses, pour cette transparence aussi, extrêmement important, et cette résilience à arriver justement à chaque fois à passer ces challenges que tu te poses. Je pense que c'est vraiment à applaudir. Est-ce qu'il y aurait peut-être un mot, un message, s'il y avait une chose que tu aimerais que l'on retienne? Ce sera dans cette caméra-là. C'est à toi. Alors, nous, en capverdien, on dit un petit mot qui dit « nous juntamos », qui veut dire unissons-nous, donnons-nous la main, aidons-nous. Et donc, dans ce temps un peu, on est content parce qu'il y a les Jeux Olympiques, hein, mais avant les Jeux Olympiques, on était dans une situation un peu plus morose. Donc, je dirais nous juntamos, rassemblons-nous pour pouvoir en fait construire des choses ensemble. Donc, osons. Osons.
Merci beaucoup Sandra. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Charles Matouba pour 20 minutes au JO, en partenariat avec la Station Afrique, avec My Afro Week et sponsorisé par Ubiz News aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et surtout, messieurs, dames, n'oubliez pas, prenez soin de vous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.